Ici Satou. Les confiseries des supérettes sont de si bonne qualité de nos jours, qu'on peut presque manger des gâteaux quand on en a envie. Quand j'étais enfant, on n'en mangeait que pour son anniversaire. Même si, techniquement, je peux aussi en faire moi-même maintenant. C'est ici, de retour au manoir, j'ai évité l'attention de nos gardes, Monsieur Kajiro et Mademoiselle Ayome, et je suis retourné là où j'avais laissé mes compagnons. D'après ma carte, une place voisine, devant un puits, servait de base pour soigner les blessés. Les points indiquaient que les membres de mon groupe se trouvaient également dans cette zone. Maître, bon retour, monsieur. Tama et Pochi étaient couverts de sueur et de suie lorsqu'ils ont couru à ma rencontre, après avoir secouru des gens d'un incendie. Il faudrait que je fasse couler un bain chaud une fois de retour au manoir. Avez-vous laissé les blessés au manoir, maître? Demanda Arisa à voix basse. Oui, ils ont encore besoin de se reposer quelques jours pour guérir. Lisa s'approcha de moi, l'air grave. Je suis vraiment désolée, maître. Nous avons utilisé toutes les potions magiques que vous m'aviez confiées. Ce n'est rien, lui assurai-je d'un ton léger. C'est à ça qu'elles servaient. Maître, les provisions de guerre que vous m'aviez fournies sont également épuisées, je vous le signale. Derrière Nana, toujours impassible, se tenait une ribambelle d'enfants que je n'avais jamais vue auparavant. Leurs vêtements étaient en lambeaux et semblaient brûler par endroits. Ces enfants avaient probablement été mortellement blessés, et Nana avait utilisé ces potions intermédiaires pour leur sauver la vie. Ce n'est rien. Vous les avez utilisés pour sauver ces enfants, n'est-ce pas? Oui, maître. Les enfants soupirèrent de soulagement. Parmi eux, il y avait des filles, alors j'ai sorti des t-shirts de rechange du stockage grâce au sac de garage et je les ai distribués. Il ne semblait pas y avoir de blessures plus graves, et tous les incendies avaient été éteints. Je pouvais me retirer pour le moment. Saluant les enfants qui célébraient leur nouveau t-shirt, je me suis détourné. À cet instant, un homme à l'air délinquant s'est placé devant moi. Vous, le jeune noble qui distribuait des potions magiques de haute qualité comme des bonbons? Quelques voyous à l'air féroce se tenaient derrière lui. Qui êtes-vous? Demanda Lisa, sentant une certaine violence chez les hommes et s'avançant. Ne vous inquiétez pas, ma belle. Je suis Scopy, un humble membre des Scorpions debout qui dirige ce petit quartier. J'ai entendu dire que vous vous occupiez de nos gars et de quelques autres gars du coin, alors je suis venu vous remercier. L'homme a levé les mains vers Lisa pour lui signifier qu'il ne lui voulait aucun mal. Elle s'est écartée, et l'homme a incliné la tête vers moi et m'a dit « Merci. Je suis ravi de l'apprendre. Je suis Satou Pendragon, chevalier héréditaire. J'accepte vos remerciements les plus sincères. On n'a pas d'argent, mais si jamais tu as besoin de main-d'œuvre, contacte-moi. Et si tu cherches quelque chose qui ne soit pas public, je peux te mettre en contact. Je ne pensais pas que ce serait nécessaire, mais je ferai peut-être appel à lui la prochaine fois que je rassemblerai de la main-d'œuvre. » Après avoir salué Scopy des Scorpions debout, je suis retourné à la soupe populaire, où Mademoiselle Miteruna et les autres attendaient. C'est vraiment beaucoup plus propre ici. Oui, ces enfants ont travaillé très dur. En plus de nettoyer et de balayer toute la zone, ils avaient même aidé à nettoyer après la distribution de nourriture plus tôt. Le groupe d'enfants me fixait maintenant avec des yeux pleins d'espoir. Maître, le léger coup de coude d'Arisa me rafraîchit la mémoire. Les goûters. J'ai sorti des biscuits durs et des sacs de viande séchée des provisions de la soupe populaire. Arisa, peux-tu rassembler les enfants pour que je puisse distribuer les goûters? Ok. Arisa et les autres filles ont commencé à rassembler les enfants en rang. Merci pour l'aide. J'ai remercié chaque enfant en distribuant les goûters. Oh, de la viande. Waouh, cette viande séchée sent tellement bon. Tu as raison, elle n'est même pas super salée ni acide. Ce pain dur sent bon aussi. Certains commentaires m'ont un peu inquiété quant à ce que ces enfants mangeaient habituellement, mais ils sautaient tous de joie. Quelques enfants sournois qui n'avaient pas aidé au ménage ont quand même essayé de faire la queue pour les goûter, mais les enfants travailleurs les ont chassés. Bien, ça ne paye pas d'être malhonnête. Mais j'étais désolée pour eux de les voir partir en traînant les pieds, alors je leur ai donné quelques morceaux de biscuits restants, en leur disant de bien vouloir aider la prochaine fois. Comme ils avaient reçu bien moins que les enfants qui avaient vraiment aidé, ils seraient probablement motivés à se porter volontaires la prochaine fois. Maître, qu'est-ce qu'il y a? Arisa me poussa du coude en désignant l'une des jeunes servantes. Elle et les autres regardaient avec envie les enfants savourer leur goûter. Même Tama et Pochi les avaient rejoints. Ils devaient avoir faim, eux aussi. Ça te dérange, Miteruna? Je tendis d'autres biscuits durs en désignant les jeunes servantes du regard. La servante en chef, Mademoiselle Miteruna, réfléchit un instant, puis hocha la tête. Vous aussi, les jeunes filles, vous avez travaillé dur, alors voici votre récompense. Je distribuais les biscuits aux filles. Youpi, ça sent bon. Ils ont l'air délicieux. Croustillant? Monsieur Biscuit est dur et costaud, monsieur. Les biscuits furent étonnamment appréciés. Les mâchoires des jeunes servantes n'étaient pas aussi puissantes que celles des filles bêtes, alors elles se remplirent les joues de biscuits comme des écureuils. Tiens, Arisa, hein?
Arisa parut surprise d'en avoir un aussi. Merci. Après avoir hésité un instant, elle accepta le biscuit et le grignota joyeusement. Tandis que je regardais les enfants manger, et qu'Arisa léchait son biscuit comme un bonbon pour une raison inconnue, elle se tourna pour me poser une question. Dis donc, maître, tu sais faire des pastilles d'huile de poisson? Des gouttes d'huile de poisson? Tu sais, comme à la maternelle, ces bonbons gélifiés qu'on distribue au goûter. Ça me disait vaguement quelque chose. Ils utilisaient probablement une sorte d'huile de foie de poisson. En vérifiant les ingrédients que j'avais sous la main, juste pour le plaisir, j'ai été surprise de trouver une correspondance. Il y avait une recette simple dans les écrits japonais que j'avais acquis lors d'une sombre vente aux enchères dans la vieille capitale. Les notes dans la marge indiquaient qu'il s'agissait d'un complément de vitamine A, D, etc. Arisa, on dirait que j'ai une recette. Ah, attends, vraiment? Bien qu'elle ait posé la question en premier, Arisa parut surprise. La recette prenait un peu de temps, cependant, et je craignais qu'elle ait un goût et une odeur de poisson si je la suivais à la lettre. Mais je vais devoir la modifier un peu avant, donc on ne pourra pas commencer à les distribuer tout de suite. C'est bien, bien sûr. Je voulais juste quelque chose pour ces enfants, car certains semblent avoir la peau très sèche ou l'estomac fragile. C'est pourquoi Arisa avait demandé les gouttes d'huile de poisson. Au fond, Arisa était très attentionnée et attentionnée. Elle ferait sans doute une excellente mère un jour. Jeune maître, est-ce que ça vous va si on commence à démonter? Oui, je vous en prie. Une fois les jeunes servantes finies de manger leurs biscuits, Mademoiselle Miteruna leur ordonna de démonter le matériel de la soupe populaire et de le charger dans un chariot. J'avais demandé à Mademoiselle Miteruna de commander le chariot la veille. Sa présence pour me remplacer m'était d'une grande aide. Alors, sur le chemin du retour, j'ai posé une question. Miteruna, devrions-nous embaucher plus de servantes pour le manoir? Élever les petites servantes, s'occuper des tâches ménagères et s'attaquer à ce genre de petits travaux devait être assez difficile. Le chariot sans suspension était pénible. Finalement, tout le monde marchait, sauf Lulu, la conductrice. Jeune maître, je ne peux pas augmenter vos coûts dans un tel. Le maître ne vous le proposerait pas s'il ne le voulait pas, alors si vous avez besoin d'aide supplémentaire, dites-le moi. Mademoiselle Miteruna tenta d'abord de décliner, mais Arisa la coupa. Les aides-soignantes étaient très bon marché ici, et je gagnais plus d'argent que je n'en dépensais, donc je n'avais aucun problème à augmenter nos effectifs. Eh bien, si possible, je pourrais embaucher quelqu'un d'un peu plus âgé que les autres filles, peut-être quelqu'un qui sait déjà cuisiner. Et Rosie et Annie, alors? Lulu fit une suggestion surprise depuis le siège du cocher. Qui? Les filles qui s'occupent toujours de la soupe populaire et qui aident à la préparation. En parcourant la carte, j'ai observé le couple en question, utilisant le sort de magie spatiale clairvoyance, tandis qu'ils marchaient dans la rue. Elles avaient à peu près le même âge que Lulu. L'une était très maigre, à la peau mate et aux cheveux noirs, et l'autre était une brune au visage simple et honnête. Elles se semblaient familières. Les filles qui ont aidé à la lessive et à éplucher les légumes le jour de notre emménagement au manoir? Oui, ce sont elles. J'appréciais vraiment toutes celles qui prenaient l'initiative de donner un coup de main. Qu'en penses-tu, Miteruna? Si la jeune maîtresse Lulu les recommande, alors. Mais elles travailleront pour toi, alors j'aimerais que ton avis soit prioritaire. Mademoiselle Miteruna parut quelque peu surprise, mais elle accepta d'interroger Rosie et Annie avant de prendre une décision. De retour au manoir, je préparais des tenues de femme de chambre au cas où les deux filles réussiraient leur entretien. Au lieu de la longue jupe de Mademoiselle Miteruna, il s'agissait de tenues de femme de chambre descendant jusqu'aux genoux, assorties à celles de Lulu. Les petites filles qui travaillaient comme femmes de chambre portaient de simples robes une pièce et des tabliers unis jusqu'à ce que Mademoiselle Miteruna les juge prêtes à porter une tenue de femme de chambre complète. Vous n'avez pas un goûter bientôt, maître? Bon, je devrais y aller. Je regardais l'heure sur l'écran de mon menu en réalité augmentée. Désolé, Lulu, pourriez-vous me conduire au château du vice-roi? Bien sûr, monsieur. Je viens de terminer la cuisson des pâtisseries pour votre cadeau. Lulu préparait divers castellas et pâtisseries au miel pour le goûter du vice-roi dans la cuisine, mais elle a rapidement accédé à ma demande. Dès que Mademoiselle Miteruna sera libre, nous irons trouver Rosie et Annie pour les embaucher. Parfait, merci. J'ai fait un signe de tête à Arisa, et nous nous sommes dirigés vers le manoir du vice-roi, aux allures de palais. Bienvenue, maître Pendragon. Lorsque je suis descendu de la voiture à l'entrée principale du château du vice-roi, une foule nombreuse et souriante m'a accueilli à l'unisson. Sachant que lors de ma première visite, j'avais utilisé le parking des marchands et qu'un seul serviteur brusque m'avait guidé par une entrée arrière, c'était un progrès considérable. À plus tard, Lulu. Oui, maître. Lulu a souri et a fait un signe de la main, et les serviteurs ont incliné la tête et sont entrés. Permettez-moi de vous guider. Parfait, merci. Une servante à la beauté occidentale me guida dans un couloir orné d'un tapis de luxe jusqu'au goûter, où l'épouse du vice-roi et son entourage m'attendaient.
Elle portait fièrement des boucles d'oreilles en corail. À en juger par les informations affichées sur mon écran de réalité augmentée, elle provenait du grand lot de cadeaux que j'avais offert à l'épouse du vice-roi. Elle avait dû en léguer une partie à son personnel. Là où les accessoires en corail étaient fabriqués, j'avais acheté les boucles d'oreilles en gros pour une seule pièce de cuivre pièce. Mais comme il n'y avait pas de corail sur les côtes du royaume de Shiga, leur valeur avait grimpé en flèche, et ma compétence, estimation, m'indiquait que leur valeur marchande se situait désormais entre plusieurs pièces d'argent et d'or. Par ici, s'il vous plaît. L'aimable préposé ouvrit la porte et je fus accueilli par bien plus de femmes nobles que je ne l'aurais cru. Il y avait aussi des hommes, mais peu nombreux. Toutes portaient des robes extravagantes et des bijoux éclatants. Les pierres bleues semblaient particulièrement à la mode, les saphirs et les larmes du ciel teintés de bleu étaient très populaires. Notre hôtesse, l'épouse du vice-roi, portait un imposant collier de saphir ainsi que des bagues et des boucles d'oreilles étincelantes en larmes du ciel. Bienvenue, sœur Pendragon. J'apprécie sincèrement votre invitation aujourd'hui. Je m'inclinai avec une noblesse exagérée devant l'épouse du vice-roi, sur son 31. Sœur Satou, cela fait si longtemps que je ne vous ai pas vue, n'est-ce pas? La princesse Messia courut vers moi avec un salut radieux, vêtue d'une robe très exotique. Cela dit, cela ne faisait que quelques jours que nous l'avions sauvée des mains des pillards maléfiques. Salutations, princesse Messia. Je m'inclinai légèrement et saluai la charmante jeune femme derrière elle. Sœur Pendragon, veuillez excuser mon impolitesse de ne pas encore vous avoir remercié de m'avoir sauvée. Oh non, je n'ai rien fait. C'était Mary-Anne, la fille du baronnet du Kelly. Elle était à peine au collège, alors la voir tout habillée lui donnait le charme d'une préadolescente cherchant à paraître plus âgée. Vous l'avez fait, c'est sûr. La voix de Mary-Anne se brisa. L'attaque qui a chassé ces mantes soldats est venue du haut de la falaise. C'est vous qui nous avez sauvés, n'est-ce pas, Sir Knight? Oh, je crois que je me souviens plus ou moins de l'avoir fait. Ce n'était qu'un incident de parcours. J'ai pu arriver à temps uniquement parce que Sir Jerry vous protégeait. Si vous devez remercier quelqu'un, remerciez-le plutôt. Jerry a fait ça pour moi? Si je me souvenais bien, Jerry, le troisième fils potelé du vice-roi, était resté pour protéger mademoiselle Mary-Anne. C'est probablement ce qui m'a poussé à chasser la mante soldate avec un caillou. Jerry semblait tenir beaucoup à mademoiselle Mary-Anne, alors je ne voulais pas m'immiscer entre eux. Loin de moi l'idée de m'immiscer dans une jeune romance naissante. Mary-Anne, tu ne dois pas déranger Sir Knight avant qu'il ne soit présenté à tout le monde. Oh, je suis désolée, mère. Sa mère était assez jeune pour passer pour une sœur aînée. Elle avait la trentaine, mais se tenait comme une jeune fille triste. D'après mes précédentes investigations, mademoiselle Mary-Anne avait un frère aîné en mauvaise santé. Présente tes excuses à Sir Knight et Lady Rethel, pas à moi. Obéissante, Mary-Anne s'inclina en guise d'excuse devant l'épouse du vice-roi et moi. L'épouse du baronnet du Kelly était donc suffisamment proche de la femme du vice-roi pour l'appeler par son nom. On y va, Sir Pendragon? L'épouse du vice-roi me conduisit sur l'estrade au centre de la salle, et tous les regards des nobles se posèrent sur nous. Permettez-moi de vous présenter mon ami. Ce jeune homme est Sir Pendragon, un hôte très cher de notre famille. Elle insista particulièrement sur ce dernier point. C'est un grand homme qui a sauvé la baronnie de Munau d'une armée de gobelins menée par un démon, a vaincu plusieurs démons mineurs dans le duché d'Ugouche et a collaboré avec le héros de l'Empire de la Saga pour chasser un dragon noir du royaume de Lumorc. Bon sang, les nouvelles se répandent vite. C'était peut-être le conseiller Poputema, le noble vêtu de vert, qui avait enquêté sur toutes ces informations, et non l'épouse du vice-roi, mais quoi qu'il en soit, j'étais stupéfait qu'ils aient découvert autant de choses en quelques jours seulement. Un démon? Alors, c'est un tueur de dragons? Mais il est si jeune. Ma compétence, oui fine, capta des murmures surpris chez les nobles. Surtout, il a sauvé la vie de mon fils Rayleigh, qui dérivait en mer sur la route du sucre. Sur ce, d'autres murmures s'élevèrent dans la foule, Sir Rayleigh va bien? Laissez-moi m'occuper de lui. Rayleigh semblait très populaire auprès des jeunes filles. Il avait d'ailleurs passé une nuit à Labyrinth City, puis s'était dirigé vers la capitale royale. D'après lui-même, il était venu uniquement pour obtenir une lettre de recommandation de sa mère, l'épouse du vice-roi, afin de pouvoir vendre des larmes du ciel dans la capitale royale pour une grosse somme d'argent. Il est devenu un explorateur ici, à Labyrinthe Cité, et en peu de temps, il a déjà obtenu un insigne de grenat, preuve d'un explorateur de premier ordre. Et il y a quelques jours à peine, il a sauvé son Altesse la princesse Messia et de jeunes enfants nobles d'un grave danger dans le labyrinthe. Sur ce, elle m'adressa la révérence solennelle d'une noble. Elle m'avait déjà remercié, il s'agissait donc probablement d'une démonstration pour les autres nobles. Je m'inclinai en retour, puis me présentai au reste du groupe. Merci pour la présentation. Comme vous l'avez entendu, je suis Satou Pendragon, chevalier héréditaire de la baronnie de Munau.
Honnêtement, mon instinct me poussait à minimiser les éloges exagérés qu'elle venait de me prodiguer, mais ce serait insulter la femme du vice-roi que de nier immédiatement ses paroles, alors je décidai de réserver cela pour nos conversations individuelles. À la fin des présentations, majordome et servante entrèrent dans la pièce, poussant des chariots à thé. Les chariots étaient chargés des pâtisseries que j'avais apportées pour le goûter. En plus des castellas nature et enrobés de sucre, j'avais préparé des variantes occidentales garnies de crème fouettée et de fruits secs. J'avais initialement prévu de n'apporter que la version standard, mais Lulu a commis une rare erreur de température du four, rendant la couche de sucre légèrement plus foncée que prévu, ce qui m'a inspiré les garnitures. Finalement, cette erreur a joué en ma faveur. Ce sont des castellas? Ils sont encore meilleurs que les crêpes que j'ai mangées dans la capitale royale. Ce nappage blanc est vraiment délicieux. Ces oranges séchées sont absolument à tomber. Je me demande ce que c'est? Maman, pourrais-je en avoir un peu plus? Les dames de Labyrinth City étaient encore plus séduites par ces castellas que par les classiques. Oh là là, tout le monde semble captivé par vos pâtisseries, sœur Pendragon. Je suis soulagée qu'elles plaisent à tout le monde. Les jeunes nobles dînaient probablement de mets raffinés tout le temps, alors c'était un plaisir de les voir savourer mes pâtisseries avec autant d'enthousiasme. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir un regain d'ego, même si je savais que c'était uniquement grâce à mes compétences au maximum. Curieusement, l'épouse du vice-roi semblait encore plus fière que moi, comme une sommité en matière de castellas. Une fois le calme revenu, j'ai fait le tour des tables pour saluer les convives. La plupart étaient plutôt amicaux et me demandaient souvent comment je m'étais lié d'amitié avec l'épouse du vice-roi entre deux éloges pour mes castellas. Il y eut quelques remarques acerbes, mais je constatais que l'hostilité venait plutôt des admirateurs du beau Sokel, un noble tombé en disgrâce lorsque j'avais révélé ses méfaits. Cependant, d'après ce que les nobles plus amicales m'ont confié plus tard, il s'agissait principalement de personnes dont les familles avaient des liens financiers avec Sokel, il n'y avait donc pas beaucoup de romans torrides en vue. J'ai offert quelques cadeaux pour tenter de me racheter. Après tout, je ne voulais pas qu'ils m'en veuillent. La plupart des familles en question étant de la petite noblesse, j'étais certain que l'épouse du vice-roi pourrait s'en occuper, mais mieux valait se lier d'amitié que de les écraser. Sieur Pendragon, on dirait que vous avez un penchant pour les plus démunis, hein? Les femmes à une table évoquèrent la soupe populaire, qui venait juste de commencer. Oui, j'espère réduire le nombre de personnes souffrant de la faim afin qu'elles puissent aider la main-d'œuvre de Labyrinth City. Mon Dieu, ce n'était pas simplement par compassion? Cela aussi, bien sûr, mais je souhaite aussi que chaque citoyen puisse être utile au royaume de Shiga. Ma réponse était un peu froide, mais je craignais que si je paraissais trop compatissante, on ne tente d'abuser de moi. Ça me rappelle quelque chose, dit l'une des femmes de la noblesse. N'y a-t-il pas eu un incendie dans le quartier des roturiers? Oh là là, c'est vraiment effrayant. Oui, j'ai vu la fumée noire de mon manoir. On m'a dit que c'était à cause d'individus qui élevaient des monstres appelés limbes d'huile en ville. Hein, vraiment? Attendez, ça ne fait même pas un jour. Comment l'information a-t-elle pu se répandre si vite? Peut-être qu'ils ont simplement enquêté parce qu'ils ont vu la fumée, mais quand même. C'est impressionnant que vous en ayez entendu parler si tôt. Eh bien, mon mari est superviseur de la garde, voyez-vous. D'après cette femme, la garde avait été informée que des individus tentaient d'élever illégalement des limbes d'huile en ville, et il prévoyait donc de les traquer et de les arrêter dans les jours suivants. C'est peut-être à cause de cette enquête que j'avais vu le noble vêtu de vert se diriger vers le centre-ville pendant la soupe populaire. J'ai envoyé un de mes serviteurs enquêter, et il a vu des limbes roses se faire vaincre par des explorateurs à l'insigne de grenat, avant de se régénérer et d'attaquer à nouveau. Oh là là, c'est effrayant. J'imagine que les slims ont cette capacité. Se régénérer, ils n'ont pas dû viser les noyaux lorsqu'ils les ont vaincus. Des noyaux? Oui, un noyau est le point faible d'un slime. Si on le perce, il s'autodétruira et se transformera en liquide ordinaire. Je partageais les informations que Lisa m'avait données dans le labyrinthe de Serious City. Peut-être y avait-il des slims capables de se régénérer, mais les slims huileux que j'avais vus dans la couche supérieure du labyrinthe de Selivra n'avaient pas cette capacité, donc mon intuition concernant les noyaux était probablement juste. Je te ferai venir ici, Sir Satou. Alors que je terminais de saluer les nobles du goûter, la princesse Messia me fit signe de m'approcher d'une table principalement peuplée d'enfants. Outre la princesse elle-même, le reste du groupe que j'avais secouru dans le labyrinthe était également présent, dont mademoiselle Mary-Anne de la famille du baronnet Dukelly, le troisième fils du vice-roi, Jerry, et ses amis. Il y avait aussi des enfants que je n'avais jamais rencontrés officiellement, comme les troisième et quatrième filles du vice-roi, mademoiselle Gona et mademoiselle Shina. Assieds-toi ici. Très bien, merci. La princesse Messia tapota une place libre à côté d'elle sur le canapé, alors je m'assis. Gona et Shina étaient ainsi à mes côtés, de l'autre côté, et Jerry en face de moi. La quatrième fille du vice-roi, Shina,
avait autrefois été atteinte des affections suivantes. Maladie des gobelins, chronique et empoisonnement au miasme, chronique, mais cette dernière était désormais devenue empoisonnement au miasme, léger. C'était probablement grâce au souffle de purification de la princesse Messia. D'après certains de mes documents, la maladie des gobelins était une maladie liée au mode de vie, provoquée par une carence en vitamines. Il valait donc mieux la soigner par un changement de régime alimentaire que par un remède miracle de ma réserve. Sœur Pendragon, les mots me manquent pour vous exprimer ma gratitude de nous avoir sauvés l'autre jour. Sur ce, le beau jeune garçon assis à côté de Géry se leva et m'adressa une révérence de noble de haut rang, incitant Géry et les autres à me remercier un par un. Normalement, étant issu de familles nobles de haut rang, il n'aurait pas eu besoin d'être aussi poli envers un noble de rang inférieur comme moi. Un bref merci de nous avoir sauvés aurait largement suffi. Il est possible que leurs parents les y aient poussés, mais j'ai décidé d'y voir le signe qu'ils avaient tout simplement été très bien élevés. Vous avez apporté les pâtisseries aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Mademoiselle Gona, qui ressemblait beaucoup à sa mère, en demanda d'autres à l'une des servantes avant de me regarder d'un air hautain. C'était vraiment délicieux. Une dame d'honneur essuya quelques miettes au coin de ses lèvres, mais elle repoussa la femme avec impatience et poursuivit sa conversation. Alors je vais prendre votre chef, merci. Je suis désolée, mon Dieu, tu es lent. Je dis que ma famille va embaucher ton chef. Quel est le problème de ce gamin? Je suis vraiment désolée, mais je crains de ne pouvoir accéder à ta demande. Et pourquoi pas? Parce que j'ai fait ces castellas moi-même. Lulu en avait fait la moitié, mais je ne voulais pas en parler, de peur de compliquer encore la situation. Comment oses-tu mentir, Dame Gona? La dame d'honneur de Gona se pencha et lui murmura à l'oreille. J'entendis des expressions comme « chef miracle » et « commande de ta mère ». Je m'excuse pour mon impolitesse. Fais-moi l'honneur d'oublier ce que je viens de dire. J'étais un peu inquiet de la pâleur de Gona, mais c'était clairement à cause des paroles de sa chaperonne, alors j'ai simplement hoché la tête. Sa sœur aînée semblait être une mangeuse légère, n'ayant terminé qu'environ la moitié de sa pâtisserie. Pourtant, elle était concentrée dessus en levant sa fourchette. Cela devait lui plaire. Ses manières me faisaient penser à un mignon petit animal. Sœur Pendragon, avez-vous apporté votre célèbre épée aujourd'hui? Demanda Géry. Non, j'allais dire qu'il me semblait inconvenant d'apporter une arme à un goûter, mais j'ai ravalé mes mots en remarquant que lui et ses amis avaient posé leurs épées sur une table d'appoint près du canapé. Oh, j'espérais l'avoir, vu que la princesse Messia a dit que le mithril était vraiment joli. Marianne parut déçue, tout comme les garçons. Je promets de l'apporter au prochain goûter, alors. J'ai fait une promesse en l'air pour remonter le moral des enfants déçus. À ce sujet, ils m'ont convaincu de leur raconter mon exploration du labyrinthe. Les maîtres de zone sont-ils vraiment si grands? Et tu en as vaincu un? Niveau 30, je ne serais même pas capable de vaincre son rejeton. Je me suis tenu à la vérité autant que possible, mais j'ai omis certains détails, comme le fait que j'avais déjà vaincu plusieurs maîtres de zone. Un jour, je veux essayer de battre un maître de zone et même un maître d'étage, comme un vrai héros. Dit Géry d'un air rêveur. Ne dis pas que tu veux, Géry. Dis que tu le feras. Allons, on n'est pas fait pour ça. Tais-toi, Luram. Ne gâche pas nos espoirs et nos rêves. Les rêves d'avenir des jeunes garçons étaient si brillants que je pouvais à peine les regarder. Puisqu'il était en queue de peloton dans la lignée des héritiers, il souhaitait probablement se faire un nom comme explorateur. Cela dit, il ne semblait pas avoir suivi beaucoup d'entraînement physique, et un seul d'entre eux possédait des pouvoirs magiques. Soudain, un cri perçant s'éleva d'une table près de l'entrée. Sir Gélil, vous ne portez pas votre armure étincelante aujourd'hui, hein? Avez-vous maigri, cher monsieur? C'était le baronnet Gélil, l'explorateur à l'insigne grenat. Veuillez m'excuser pour mon retard, marquise Ashinen. Il devait appeler la femme du vice-roi par son nom de famille. Tout va bien. Comment se passe votre conquête du maître de région? Grâce en grande partie à votre soutien, madame, nous avons réussi à le vaincre hier soir. Hein? Je ne vous avais pas vu vous préparer à affronter cette chose il y a plus d'une semaine? Mais j'étais apparemment la seule à en douter. Déjà, c'est le rugissement du dragon rouge. Dire que vous avez réussi à le vaincre en moins d'un mois. Heureusement qu'il a réussi sans une égratignure à son beau visage. Les nobles femmes bavardaient. Sœur Gélil est quelqu'un de spécial, non? Allons le féliciter, sœur Satou. La princesse Messia me tira la main et me conduisit au milieu de la foule de jeunes femmes. Heureusement, l'épouse du vice-roi m'appela, écartant la foule pour que je n'aie aucun incident. Oh, rebonjour. Zut, c'est assez impressionnant que vous ayez déjà été invité à l'un des célèbres goûters de la marquise. Monsieur Gélil sembla se souvenir de moi et me fit signe de m'asseoir à côté de lui. Seigneur Gélil, as-tu apporté ton épée en mithril aujourd'hui? Ravi de te revoir, princesse Messia. Hélas, il semble que mon escrime ait été insuffisante, puisqu'elle s'est brisée lors du combat contre le maître de zone. Quoi, même avec tes talents, Seigneur Gélil? Ce maître de zone devait avoir une armure solide, non?
Oui, même un marteau de guerre robuste en alliage de mithril n'a pas réussi à l'abîmer. C'était logique pour un scarabée d'environ niveau 50. Les monstres de haut niveau étaient parfois entourés de multiples barrières magiques, ce qui les rendait plus résistants que leur apparence ne le laissait paraître. Mais tu vas sûrement affronter un maître d'étage la prochaine fois, non? Ta nouvelle arme sera-t-elle prête à temps? Je vais demander à tous mes contacts, mais ce n'est pas facile de se procurer une épée comme. Gélil s'interrompit au milieu de sa phrase, me regardant. Tu ne peux pas prendre mon épée de fée, d'accord? Je ne pensais pas qu'il avait compris mes pensées, mais il secoua brièvement la tête et se tourna vers la femme du vice-roi. Marquise, puis-je vous demander de m'aider à me procurer une nouvelle lame? Oui, mais bien sûr. Je crois qu'Emma est en contact avec des marchands d'armes de la vieille capitale, je vais donc lui demander si elle pourrait acquérir une épée de mithril ou une épée magique. Elle faisait référence à Emma Riton, l'épouse du comte Riton, qui, d'après ce que j'avais entendu dire, était bien connue parmi les nobles de la haute société de la vieille capitale. Sir Satou, ne pourriez-vous pas prêter à Sir Gélil l'épée de flamme que Ravna emprunte actuellement? Me demanda Messia à voix basse. À bien y penser, la sévère chevalier dame Ravna possédait encore le prototype d'épée magique que je lui avais prêté. Il datait de ma 3e série de fabrication d'épées magiques, je ne pouvais donc probablement pas le donner si facilement. Une épée de flamme? J'aimerais beaucoup l'avoir. Monsieur Gélil, à l'oreille fine, entendit son murmure et se pencha. Ça te va? J'acquiesçai, et la princesse Messia fit signe à son chevalier, qui se tenait près du mur. La princesse expliqua la situation, et le chevalier me tendit aussitôt l'épée, enveloppée dans un tissu. Je m'excuse de ne pas vous l'avoir rendue plus tôt, Sir Pendragon. Mais vous en sortirez-vous sans épée? Ce n'est peut-être qu'une épée de fer, mais c'est un précieux héritage familial. Le chevalier me montra une épée à une main accrochée à sa taille. Vu sa robustesse, j'avais supposé qu'il s'agissait simplement d'une dague. Une épée magnifique, je sens qu'elle a une noble histoire. En effet, elle est peut-être un peu courte, mais il y a 400 ans, lors de la guerre des demi-humains, L'histoire de l'épée m'intéressait certainement, mais ce n'était pas le moment idéal. Monsieur Gélil fixait l'épée magique enveloppée de tissu depuis son apparition. À plus tard, Ravna. Ah, toutes mes excuses. Elle ferma la bouche et recula d'un pas. Il faudra que tu m'en parles la prochaine fois, la rassurai-je. Puis je déballai l'épée et la tendis à Monsieur Gélil. Jetez-y un coup d'œil, s'il vous plaît. Du bronze, c'est ça. Dégainant l'épée, Gélil parut un peu déconfit. Comme elle n'était pas recouverte de mithril, son tranchant et son attaque physique laissaient légèrement à désirer. Ne vous laissez pas tromper par son apparence, proposa Ravna le chevalier. Essayez d'y mettre un peu de magie. De la magie? Bon sang. Lorsque Monsieur Gélil passa de la magie à travers l'épée, une faible lumière l'entoura, puis elle se mit à produire des flammes. Kia! Une épée flamboyante. Les femmes autour de nous hurlèrent de surprise. Quelle incroyable conduction magique. Monsieur Gélil était tellement captivé par l'épée magique qu'il ne sembla même pas entendre leurs cris. Tandis qu'il marmonnait, une lame magique, intensément brillante apparut autour de l'épée. Et elle produit lame magique si facilement. Vous avez remarqué, alors? Demanda le chevalier. Oui, je sens la puissance parcourir mon corps. Gélil hocha la tête. Cette épée magique possédait plusieurs propriétés en plus de la flamme, comme renforcement corporel, lame tranchante, et même la capacité de redonner de l'énergie et de l'endurance à son utilisateur. Dire que l'ancien Empire Flux a fabriqué une épée aussi incroyable. Le beau Monsieur Gélil monologue comme un protagoniste fougueux. L'épée de cuivre du labyrinthe que j'avais utilisée comme base datait certainement de l'époque de l'Empire Flux, mais le reste était de ma main. Mais je ne pouvais pas le dire à voix haute, bien sûr. Sir Pendragon, pourrais-je vous persuader de me léguer cette épée? Je paierais volontiers n'importe quel prix si vous. Je suis terriblement désolé, mais je ne peux pas me séparer de cette épée. Je regrettais de ne pas avoir suivi le mouvement, mais cette épée était chargée d'une technologie secrète, je ne pouvais donc pas la vendre à quelqu'un d'autre. Mais Monsieur Gélil n'allait visiblement pas abandonner si facilement. Je vous en prie, reconsidérez votre décision. Eh bien, c'est un vrai casse-tête. Sir Pendragon, ne pourriez-vous pas simplement la lui prêter pour le combat contre le maître d'étage? Intervint la princesse Messia, proposant un compromis. Bonne idée, je n'y vois aucun inconvénient. Et vous, Sir Gélil? Mais le maître d'étage sera terriblement dangereux. Puisque je combats en première ligne, rien ne garantit que je puisse rendre l'épée intacte. Peu m'importait qu'elle se brise, fonde ou quoi que ce soit. Je ne voulais simplement pas que quelqu'un la démonte pour tenter d'en percer les secrets. Ce n'est pas grave, c'est la nature d'une épée. Mais cette épée n'est-elle pas importante pour vous? Elle l'est, au point que je ne puisse même pas songer à la vendre. Alors pourquoi? Monsieur Gélil ne semblait pas comprendre mes valeurs, alors j'utilisais la compétence « fabrication » pour trouver une explication. Si une épée se brise au combat, c'est son destin.
Je détesterais la voir malmenée, mais si elle devait se briser entre les mains d'un épéiste aussi talentueux que vous, ni moi ni l'épée ne nous en plaindrions. Veuillez vous battre avec elle de votre mieux et montrer la véritable valeur de la lame. Sieur Pendragon, votre passion pour les épées m'a profondément touché. Je vais vous montrer un combat digne de cette lame. Attendez, quoi? Veuillez participer à notre combat contre le maître d'étage. Oh, ce serait incroyable, non? La princesse Messia et les autres applaudirent la proposition complètement folle de Gélil. En général, nous n'inclurions pas de groupe qui n'a pas déjà participé au combat contre le maître de zone, mais permettez-moi de vous inviter cette fois-ci en tant que membre temporaire du rugissement du Dragon Rouge. Attendez, ne me regardez pas comme si vous m'invitiez à un festin somptueux. Bien sûr, ça avait l'air amusant d'être aux premières loges pour un grand combat, mais si la vie de quelqu'un était en danger pendant le combat, je finirais probablement par le sauver et risquerais de m'exposer au passage. Si quelqu'un mourait au loin, je pourrais dire, ça a dû être un combat difficile, mais je n'avais pas assez froid pour regarder quelqu'un mourir sous mes yeux. La princesse Messia me regardait avec des yeux pétillants, mais j'aurais dû décliner. Une offre incroyablement tentante, mais je ne voudrais pas provoquer de discorde au sein de votre groupe en recevant un traitement de faveur. Si vous me racontiez le récit de la bataille après coup, ce serait amplement suffisant. Je vois. Monsieur Gélil parut déçu, comme s'il ne s'attendait pas à ce que je refuse. Je décidai de lui lancer un os. Pour l'instant, pourriez-vous partager l'histoire de votre combat contre le maître de zone? Si c'est ce que vous souhaitez, je serais ravi de vous aider. Sur ce, Monsieur Gélil détailla leur combat contre le maître de zone, en commençant par leurs préparatifs. Quelle voix merveilleuse! On se croirait sur le champ de bataille avec toi, non? Gélil était un conteur né. Le groupe s'extasiait sur son récit, dépeignant avec art les scènes et les émotions. D'après son récit, ils avaient combattu un maître de zone volant appelé un scarabée dur ancien en l'attirant dans un passage trop étroit pour qu'il puisse déployer ses ailes, puis en utilisant la magie de la terre pour faire basculer le sol afin de pouvoir attaquer le point faible de son ventre. Ils y étaient parvenus en demandant à un groupe de magiciens de la terre de construire le piège pendant que les autres s'attaquaient aux autres monstres. C'était une stratégie très simple qui n'aurait jamais fonctionné en jeu, mais c'était quand même bien mieux qu'une attaque frontale et des pertes incalculables. Je ne savais pas qu'on pouvait vaincre des scarabées durs comme ça. Il va falloir que je révise mon opinion sur la magie de la terre, non? Grâce à l'habileté avec laquelle il racontait l'histoire, Géry, la princesse Messia et les autres semblaient tous très satisfaits. Géry passa le reste du goûter à se vanter, mais l'ambiance était tout de même agréable. Une fois le goûter terminé, la femme du vice-roi m'invita dans un salon privé. Êtes-vous fatigué? Non, je me suis bien amusée. Merci, je suis ravie d'apprendre que vous vous êtes bien amusé. Il n'y avait que l'épouse du vice-roi, celle du baronnet Dukelly, quelques autres nobles et moi. Le vice-roi semblait inspecter le lieu de l'incendie avec le noble vêtu de vert. D'après ma carte, il se trouvait en réalité dans un bordel de luxe, principalement fréquenté par des prostitués masculins, mais j'étais sûre de me faire une idée. Oh là là, c'est de la glace? Et elle est au raisin, cette fois. Les femmes étaient ravies du dessert glacé. Il avait fait chaud ces derniers temps, alors j'étais contente de le voir aussi. L'épouse du vice-roi m'encouragea à en prendre une bouchée, et le goût frais et élégamment sucré fondit dans ma bouche. Les friandises glacées sont parfaites pour une journée aussi chaude. Après avoir dit cela, je me sentis un peu gênée par mon choix de pâtisserie. La prochaine fois, il faudrait que j'apporte une glace ou autre chose. Oh, même la glace ne vous surprend pas beaucoup, sire Pendragon. L'épouse du vice-roi sourit, malgré une légère contrariété. Son expression me rappela la fois où j'avais mangé des bonbons au sirop de Malte avec Zena, le soldat magique, à Seriou. Je n'ai pas grandi du tout. J'étais censée faire semblant d'être surprise, non? Sire Pendragon, avez-vous aussi un outil magique réfrigérant dans votre manoir? Je n'en attendais pas moins du chef miracle. Bien que certains nobles de Labyrinth City possédaient des chambres froides, rares semblaient en posséder un. Les pierres de glace étaient très précieuses, donc c'était probablement considéré comme trop gaspilleur. Dans mon cas, nous avons pu simplement utiliser mon sort geler l'eau, ce qui a réduit le gaspillage. Au fait, comment se passe votre travail d'assistance? Très bien, merci. Beaucoup de gens sont venus à la soupe populaire, et nous avons commencé à rénover l'orphelinat privé. Je prévois d'interviewer des gardiens très bientôt. J'ai apprécié l'attention de la femme du vice-roi et je lui ai fait un rapport complet. Je vois, si vous étiez à court de personnel, je vous fournirais volontiers quelques-uns de mes domestiques, mais il semble que ce ne soit pas nécessaire. De nouveau, elle parut un peu déçue. Elle m'avait déjà donné son accord immédiat et avait même fourni des provisions pour la soupe populaire. J'avais l'impression que demander plus serait trop demander. Pour le moment, mes compagnes et moi nous occupions des pommes de terre et des haricots, mais si nous pouvions externaliser ce travail,
Je pourrais probablement confier le reste à nos domestiques, embaucher des ménagères du coin à temps partiel, etc. Avec un peu de chance, cela nous permettrait, les filles et moi, de retourner explorer le labyrinthe et de faire ce que nous voulions. Vous nous avez déjà apporté un soutien plus que suffisant. Bon, si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci, je le ferai. J'inclinai la tête, reconnaissante d'avoir un soutien aussi fiable. Après cela, je pris plaisir à discuter un moment avec l'épouse du vice-roi et ses amis avant de prendre congé. Un domestique me guida vers la pièce où Lulu m'attendait. Maître, Lulu et les servantes me saluèrent chaleureusement. Je vais préparer la voiture tout de suite. Super, merci. Vous voulez dire au revoir à ces dames avant de partir? Merci, monsieur. À en juger par l'expression de Lulu, elle et les servantes étaient devenues très amicales. Sieur Chevalier, merci pour ces merveilleuses pâtisseries. Elles étaient délicieuses, monsieur. Le miel était si beau, j'aurais eu honte d'en manger. Les servantes sourirent tout en échangeant leurs impressions. Les pâtisseries au miel que Lulu préparait avant notre départ étaient spécialement pour les servantes. Comme dans l'ancienne capitale, le réseau de domestiques semblait ici assez étendu, alors nous avons garni ces pâtisseries de sucre et de miel de haute qualité, comme une sorte d'investissement préalable. Nous avions fait cela au lieu de Castellas, car Arisa avait conseillé de faire la différence entre employés et employeurs. Je suis ravie qu'elle vous ait plu. Si jamais vous vous croisez, j'espère que vous traiterez bien nos servantes. Oui, bien sûr, il faudrait que je leur apporte une autre tournée de délicieuse douceur la prochaine fois que nous viendrions. J'ai salué les servantes qui se rassemblaient pour nous dire au revoir, et nous avons quitté la résidence du vice-roi.